Nous sommes le 14 mars 2024 et toi, qu'est-ce que tu fais ? T'es en train d'écouter Réseau, les meilleures histoires de l'actu des internets du monde. Je suis avec la palpitante, que dis-je, la pertinente, Laurence Méride. Salut tout le monde. Et je suis avec le trublion, que dis-je, le zébulon Tasio. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super bien parce que hier, la Carmine a défoncé Gentlemate, voilà, sur League of Legends. Du coup, que du bonheur ce matin. Un peu de haine anti-Squeezie à 9h05. Voilà, aucune haine, ça fait plaisir. Haine, simplement. Il n'y a pas de haine, jamais de la haine. Du supportering, voilà. Du supportering. Que de l'amour pour l'e-sport. Waouh. Je sais pas comment. On est d'accord que c'était une phrase, mais. Je ne sais pas quoi faire avec ce début d'émission. je ne comprends plus rien. Que de l'amour pour l'e-sport prononcé par Laurence Méride. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens. On y va et on pense bien à boire de l'eau pendant le jingle. Réseau. Il y a eu un vrai électrochoc de maintenant. Je prends des vacances, je me repose, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2024, est-ce que j'ai envie de continuer ce métier, parce que ça se trouve, je suis en train de me créer un blocage énorme et c'est ce métier-là qui est plus fait pour moi. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix du youtubeur Ben Never, 560 000 abonnés sur YouTube. Il y a 10 jours, il a publié cette vidéo de mes disparus des réseaux. Il raconte son burn-out, les crises d'angoisse causées par son métier. Et c'est un peu le dernier d'une longue liste de créateurs qui, depuis quelques mois, ont eu besoin d'arrêter ou de faire une pause. On pense à la chaîne Villebrequin, fermée pour une durée indéterminée, Théodore, ou même Squeezie, là d'ailleurs, qui ne publie plus depuis quelques mois après son documentaire, ainsi que plusieurs créateurs américains qui ont carrément annoncé leur retraite. Et justement, une série de podcasts aborde la question de ce surmenage et des problèmes de santé mentale chez les créateurs. Elle s'appelle Hors ligne et en 8 épisodes de ce docu-fiction, on suit le burn-out d'un personnage, Matt Zouf, un youtubeur à succès qui craque en plein tournage. Pour comprendre ce qui lui arrive, il appelle d'autres créateurs à succès comme Inoxtag, Jimmy Labeu ou Zach Nani qui partagent avec lui leur histoire chaotique avec leur métier. On écoute un extrait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ben non, ça marche pas, putain. Personne n'y croit, même moi j'y crois pas, fais chier. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Je sens que je vais péter les plombs en vrai. Tout me gave, tout. Ce tournage, cette vidéo, mais même vous me gavez en fait avec vos messages et vos commentaires. Désolé, mais en fait le pire c'est que je peux pas être sincère et dire ce que je pense. Parce que si vous me voyez balancer un « Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien », moi, j'ai envie de crever. Non, ça va pas, je peux pas faire ça. Sinon quoi ? Sinon je me retrouve avec des centaines et des centaines de commentaires qui vont juste se foutre de ma gueule. On va dire que je suis un chouineur, Mazouf, il est jamais content, tout le monde voudrait faire des vidéos, et lui il se plaint. En vrai, la vérité, j'en ai marre de ce métier. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter, je crois. Le podcast, il s'appelle donc Hors ligne. Il est disponible sur le site de la RTBF, la radio-télévision belge. Pour en parler avec nous, l'auteur de la série est dans Réseau. Bonjour Redouane Tella. Salut la jeunesse. Salut. Et oui, on est jeunes ici. Alors attendez, pardon, excusez-moi. On peut pas dire que de l'amour pour l'e-sport et jeunes dans la même émission. Moi, à un moment donné, je suis obligé de mettre le haut là, les mains. J'ai décidé de faire la vieille Tati aujourd'hui. Alors, Redouane Tella, comment ça va ? Eh ben ça va super et vous, je suis ravi d'être là, merci beaucoup. Non, très content que tu sois là. Alors, on l'a pas dit, Redouane, on est un peu collègues, hein, puisque tu travailles. On est voisins, oui. Exactement, tu travailles à la programmation pour la matinale de France Inter. Tu es aussi chroniqueur occasionnel dans le 5-7. D'où le salut la jeunesse. Exactement. Ah oui, je suis chez les vieux, chez les rouges. Donc tu viens de la radio. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi le format docu-fiction et pas de faire une série d'interviews sur le sujet des burn-out ? Parce que je me suis mangé une série de refus. Il y a plein de créateurs de contenu qui ne voulaient pas parler en on, comme on dit chez nous, mais qui voulaient bien se confier en one-to-one personnellement, mais qui ne voulaient pas s'exprimer aux yeux de tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, et on l'entend d'ailleurs dans l'extrait, de passer pour des chouineurs. Ils ont peur de se plaindre sans cesse. Donc, mon idée dès le départ, quand j'ai commencé un peu à travailler sur ce sujet, après interviewer des créateurs qui avaient déjà craqué et qui me disaient « ouais, je vais en parler, mais ce que je vis, c'est dur, mais je sais très bien que ce que mes viewers vivent parfois, c'est encore plus dur. Il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui vivent des situations intenables au travail et ils n'ont pas envie de passer pour des pleureuses à longueur de temps, quoi. Donc l'idée, c'était de créer un personnage fictif qui allait être un concentré de
tous les problèmes que pouvaient vivre les créateurs de contenu, à la fois craquer parce que les charges de production sont trop lourdes, mais aussi parce que la pression que mettent les fans, on en parle assez peu en réalité, mais la pression des fans écrase les créateurs de contenu. Ils ont l'impression d'être beaucoup trop aimés. C'est vrai que personne n'est programmé pour recevoir autant de likes, autant d'amour, et puis pour parler aussi de haine en ligne, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un personnage qui pourrait être n'importe quel créateur à la fois. Il est à la fois Mastu, il est à la fois Michou, il est tous les créateurs. Et donc, c'était plus facile d'aborder les créateurs comme Minoxtag qui sont dans la série, ou bien encore Zach Nani. C'était plus facile de les aborder en leur disant écoute, c'est plutôt une fiction, est-ce que ça te dit? Est-ce que du coup, ils étaient plus chauds? Oui, et puis l'idée, en plus, on les met dans une position de conseiller. Et donc c'est pas la même chose d'être dans un témoignage pur, de raconter ce qu'on vit, ce qu'on traverse, que d'être dans la position de conseiller. Là, ils avaient plus l'impression d'être dans une position de grand frère et grande sœur par rapport au créateur. Et typiquement, on a une influenceuse belge qui s'appelle Manonolita, qui a vécu du harcèlement en ligne. Elle a l'impression d'en avoir beaucoup trop parlé, elle s'est beaucoup trop exprimée sur ce sujet, donc elle en avait un peu marre. Et là, je lui ai dit, écoute, l'idée, c'est de parler et de donner des clés de compréhension, des conseils aux auditeurs aussi. Et donc, moi aussi, mon idée, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est que n'importe quel auditeur, parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est tous un peu créateurs de contenu, on est tous un peu influenceurs, on est tous un peu notre propre médium, et n'importe quelle personne sur le net, à partir du moment où il s'expose, il peut être soumis à certaines problématiques que vivent les créateurs de contenu à plus grande échelle. Et donc, l'idée, c'était d'avoir quelques petits conseils, quelques petits tips de la part de créateurs de contenu qu'ils aiment. Et moi, je me posais une question. Est-ce que tu as remarqué un peu quelque chose au niveau Est-ce qu'il y a eu un twist depuis le début d'année là? On voit tous ces départs, toutes ces pauses. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un peu un déblocage où la situation s'est pas forcément améliorée? Je vais te dire, quand j'ai commencé à bosser sur le sujet, je m'attendais à pire. Parce que auparavant, j'ai animé une émission sur Click qui s'appelait Pouce, qui était une émission consacrée aux créateurs du net. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, donc je l'ai lancé en 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en 2019, tous les créateurs de contenu que je croisais, ils avaient l'air au bout du rouleau. Tous. Ah ouais. Mais moi j'ai même eu un gars qui s'appelle David Lafarge Pokémon qui m'a dit dans l'interview qu'il se sentait mal et qu'il était vraiment à bout, quoi. Et donc je m'attendais, parce que je voyais dans la presse une situation pas possible. Et en fait, ce qui se passe actuellement, les créateurs qui arrêtent, en réalité, c'est plutôt bon signe. Parce que déjà, ils ont conscience du problème. Et quand t'as conscience, t'as déjà fait la moitié du chemin, en réalité. Donc ils sont dans une situation beaucoup plus légère qu'il y a quelques années, où ils se rendaient pas compte. Ils se prenaient le mur en pleine face, ils étaient à bout, ils étaient en burn-out, mais ils n'osaient pas le dire. Ok, d'accord. En écoutant le podcast, justement, on se rend compte qu'il y a un point commun. C'est cette idée de la pression. Tu en as parlé directement. La pression qui peut venir de plein d'endroits différents. Mais c'est surtout une pression, on le sent quand on écoute une pression, que notamment le personnage, ton personnage, ce qu'il exprime ça, c'est une pression qui se met lui-même. Une pression qu'on se met nous-mêmes et qui terrifie les créateurs, souvent les créateurs de contenu, c'est-à-dire peur que tout s'arrête, de tout perdre du jour au lendemain. On a reçu ici, nous, Joyka, un des trucs qu'on lui a dit, un des trucs, il nous a donné une réponse à un moment où on lui a dit qu'est-ce que tu penses faire dans le futur. Il dit ça me terrifie cette question, j'ai peur que tout s'arrête, j'ai peur de déplaire, la peur des commentaires. Il y a un épisode qui est justement sur la pression de l'autre, toujours plus, les fans intrusifs, on a peur d'être oubliés. Quand ils décrivent leur travail, la plupart, parce que tu dis, ils sont en position de conseiller, mais quand Zach Nani, il décrit son taf de streamer, ou quand Inox, ou quand Jimmy Labeu décrit son taf, il parle que des contraintes. C'est horrible. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Et en même temps, il n'arrête pas. Est-ce que tu penses que Internet, est-ce qu'ils ont un rapport avec Internet qui est comme une addiction? Déjà, au départ, c'est un métier passion. Et pour le coup, nous, on se concentre sur les mauvais côtés du métier dans ce podcast, donc forcément ils sont un peu contraints de parler des mauvais côtés, mais c'est d'abord un métier passion. Donc je pense que quand tu commences ce métier et que tu as la chance d'en vivre,
c'est un peu compliqué d'arrêter parce que Inox demain qui fait l'Everest, tu vas pas lui demander d'être conseiller à la Banque Postale, c'est pas possible quoi. Il peut monter la butte Montmartre. Peut-être souvent c'est des gens qui ont un peu sacrifié leurs études en plus au passage. Ils vivent un métier complet, ils ont une vie complètement dingue en réalité, complètement déconnectée de la vie réelle, la vie des gens. Même quand t'es petit créateur et que tu te dégages ne serait-ce qu'un petit SMIC, mine de rien, tu as la chance de pouvoir jouer aux jeux vidéo ou alors, je sais pas, faire des tests food ou dans tous les cas, en Islande 3 jours, ou de partir en Islande vidéo, 3 jours. Dans tous les cas, c'est un métier passion. Donc déjà, au départ, c'est compliqué d'arrêter. Et puis ensuite, il y a aussi cette difficulté. Alors à la fois pour les petits créateurs et les gros créateurs, c'est à aucun moment tu peux faiblir, tu peux t'arrêter. En réalité, ceux qui prennent des pauses, ceux qui osent prendre des pauses, c'est ceux qui ont une assise considérable. Il y a Squeezie là qui s'arrête pas sur Twitch, mais qui s'arrête sur YouTube. Squeezie, il a 19 millions d'abonnés, donc Squeezie il peut s'arrêter 3 mois et d'abord ses vidéos vont continuer à lui rapporter de l'argent et puis dans 3 mois il va revenir et il aura toujours le même public. Quand tu es un petit créateur, c'est beaucoup plus compliqué de s'arrêter parce qu'il y a une telle concurrence. Maintenant, aujourd'hui, je le dis en début d'émission, on produit tous du contenu avec TikTok notamment. Il y a une pléthore de créateurs. Et donc, si tu t'arrêtes ne serait-ce que 2 semaines, bah, tu as peur d'être oublié, tu as peur de perdre ce lien si précieux avec les abonnés. Et pour les gros créateurs, le problème, c'est qu'ils sont dans une telle industrie. On parle d'un Inox. Inox, il y a une dizaine de personnes derrière lui. Il y a une dizaine de personnes qui dépendent de son travail. Donc il ne peut plus faiblir en réalité. Parce que là, c'est devenu un petit patron de PME. Ouais, dans le podcast, vous faites un gros focus sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent en fait, d'un seul influenceur, d'un seul créateur de contenu et que en fait, ça génère plein de métiers et donc plein de salaires et que d'arrêter, ça veut dire que tu laisses tomber des gens. Quoi. Et donc une pression, mais la même pression que vivent les patrons de TPE et PME, la même pression que vivent les entrepreneurs qui en réalité ne peuvent pas s'arrêter. Et le métier de créateur aujourd'hui, c'est un métier à plusieurs casquettes. Tu es à la fois entrepreneur et puis il y a aussi la très grande exposition, même petite exposition, ça te consume quand même, ça te tue à petit feu, on le vit tous, chacun à notre niveau, chacun à notre échelle. J'ai vu vos nombres d'abonnés respectifs, je suis impressionné. Vous le vivez aussi, le moindre commentaire, qu'il soit positif ou négatif, ça t'atteint. Ouais, c'est clair. Mais donc, pardon, tu disais que oui, tu faisais la différence quand même entre être un gros youtubeur et être un petit créateur de contenu. Est-ce que le but, c'était, avec cette docu-fiction, du coup, de déglamouriser le boulot de créateur de contenu et montrer la réalité derrière? Ouais, moi, ça me tient à cœur depuis le début de mon travail sur ces questions-là, parce que je me rends bien compte, j'ai des petits-neveux, des petites-nièces, des cousins-cousines qui rêvent d'être créateurs de contenu. C'est devenu le métier. À mon époque, on voulait être footballeur ou rappeur. Et ben maintenant, on a plutôt envie de faire des vidéos sur YouTube ou d'être sur Twitch. Et c'est important pour la jeunesse, je pense, d'avoir en tête toutes ces contraintes. Après, j'ai l'impression que la jeunesse est beaucoup plus éduquée à ces questions qu'il y a quelques années. Ils sont très conscients des difficultés que rencontrent les créateurs de contenu. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a 2 épisodes avec Inox Tag. Le premier, dans le premier, donc ton personnage va le voir et il lui dit, il dit, je devrais peut-être revenir à des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. Et c'est marrant parce qu'Inox, qui est sûrement le plus jeune de tous les créateurs qui sont dans le podcast, c'est lui qui a la vision la plus passage, mais en tout cas la plus il résonne comme un mec qui a une bouteille en disant bah c'est normal. Mais il a de la bouteille, il est sur internet depuis qu'il a 12-13 ans, le garçon. Vrai, donc forcément il a 10 ans d'expérience, mine de rien, ça fait de lui un taulier de YouTube. Et puis en plus Inox, c'est vraiment c'est l'enfant sain de la Startup Nation, quoi. Il est vraiment fait pour ça. Ouais. Il ne peut pas s'arrêter, il adore ça. Et moi, Inox, pour la petite histoire, au départ, il devait pas être dans le podcast. Et je l'ai croisé par hasard dans la rue. Et il m'a dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je lui raconte le pitch et il me dit mais j'ai tellement envie de m'exprimer sur ces questions parce que justement, j'ai aussi envie de dire que voilà, oui, c'est compliqué, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des difficultés, mais il faut pas noircir le tableau. Et je trouve qu'Inox, là-dessus, il est très précieux. Complètement. D'ailleurs, c'est lui qui dit, à un moment donné, justement, sur les fans, la célébrité, quand ton personnage se plaint, il dit « Ouais, mais c'est normal, mon gars. » Bah ouais, parce que je lui pose la question, je dis mais toi, t'es connu, donc des gens te reconnaissent. Je dis mais ça te pose pas de problème de pas pouvoir aller en boîte, de pas pouvoir vivre ta vie de jeune, de pas avoir une vie amoureuse normale, ou de te poser la question dès que tu te fais un pote de est-ce qu'il est là par intérêt ou pas. Et dis mais j'ai une vie de ouf, donc si ça c'est le sacrifice que je dois faire, bah c'est pas grave, je fais avec. Et ça fait plaisir d'entendre ça parce que aussi
c'est la critique qui peut revenir souvent quand on parle de santé mentale chez les créateurs de contenu. Beaucoup diront aussi que c'est une façon de se défausser quand on leur demande de se justifier sur tel ou tel engagement qu'ils ont pris, telle ou telle vidéo qu'ils ont faite. C'est un peu aussi c'est l'équivalent, la justification de la santé mentale de je savais pas. Comme les youtubeurs qui vont signer une tribune et qu'après ils vont dire ouais je savais pas ce qu'il était dans la tribune. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant ce que tu dis parce que d'ailleurs la série se termine sur un épisode consacré à l'engagement parce que c'est un des trucs qu'on m'a le plus dit en off. C'est ce qui écrase le plus les créateurs à mon sens, c'est l'impression d'être inutile. C'est du flux, ils produisent du flux, ça va pas rester. C'est pas comme un bouquin, un film, ça va pas être culte, les vidéos qu'ils produisent. Ils ont l'impression de servir un peu à rien et ça les écrase. Donc de plus en plus de créateurs cherchent à s'engager. Le problème que pose la question de l'engagement, c'est que forcément quand tu es exposé devant des millions de personnes, chaque petit mot que tu diras sur la moindre cause peut te créer des problèmes mais énormissimes. On l'a vu, il y a eu une tribune l'année dernière sur les influenceurs au moment de la loi. Du deal entre le ministère de l'économie et des principales agences de création de contenu pour légiférer autour du sponsoring. Enfin bref, vous avez parlé de ça assez souvent dans l'émission. Les créateurs ont signé une tribune sans se poser trop de questions, ils se sont fait allumer sur les réseaux sociaux, et tout de suite ils ont rétro-pédalé. De la même manière que quand ils ont commencé à s'exprimer autour de la réforme des retraites ou pour certains sur la loi immigration, forcément tu te retrouves dans des débats et t'es pas préparé. Et puis que tu le veuilles ou non, t'es un porte-voix, quoi. On parlait de Squeezie, c'est la personne la plus influente de France. Qui peut parler à 19 millions de personnes en France? Personne à part lui. Et on leur reproche d'ailleurs de ne pas s'engager aussi. Et oui, on lui reproche de toute façon. plus en plus, ouais. Et puis, mais moi, je m'engagerais pas personnellement. C'est un poids trop lourd à porter. Je les comprends très bien. Et puis parfois même, il y a des très bonnes intentions, puis on se laisse submerger. D'ailleurs, il y aura un documentaire sur Jérôme Jarre qui sort la semaine prochaine. Absolument. On recevra le Qui est très réalisateur Charles Villa. On a eu l'occasion, nous, on a eu la chance de déjà le voir. Et sur justement ça, sur l'engagement qui ensuite, on est complètement dépassé par les événements. Redouane, t'es là, tu vas rester? J'espère. Je t'annonce que c'est ce qui va se passer. Je ne pars pas. C'est ce qui va se passer. Je reste. Ouais, exactement. On va continuer à parler. Je rappelle, le podcast s'appelle Hors Ligne. C'est disponible sur la RTBF. On se retrouve avec Redouane dans quelques minutes. Mais avant, on va écouter Diams, Amelbet, 20 ans. Ouais. De retour dans Réseau avec Redouane Tella, l'auteur du podcast docu-fiction Hors Ligne, qui parle du burn-out chez les créateurs, qui craque sous la pression. On va dans quelques instants passer au radar de Tasio, mais juste avant, on a envie de continuer un peu de parler de ce podcast. Tu l'as dit tout à l'heure, ça a été compliqué d'avoir des créateurs qui acceptent de parler de leurs problèmes. Est-ce que il y a des... Quel était exactement... Alors qu'on a l'impression que les discussions sur la santé mentale, c'est plutôt quelque chose qui aujourd'hui est accepté. Oui, mais ils ont envie de parler chez eux. Ils ont envie de parler sur leur chaîne, où ils maîtrisent totalement le discours, ils maîtrisent le contenu, ils savent que c'est cadré, et ils prennent aucun risque. Ils ont envie de parler chez eux. Et puis après, moi, il y a une autre contrainte qui est liée à mon producteur. Ce podcast est produit par Webedia, et il y a certains créateurs de contenu qui ne veulent pas parler à Webedia. Donc ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai découvert. Mais il y a plein de créateurs dont je me suis privé qui ne voulaient pas parler à Webedia. Mais la principale contrainte, en réalité, c'est le cadre. Ils ont envie de parler chez eux. Mais la plupart du temps, en réalité, même quand je les lance pour des interviews sur France Inter, en matinale, où on est écouté par 3 millions de personnes, ça les intéresse pas. Parce que quand ils ont besoin de dire quelque chose, ils passent directement par leurs propres canaux. En fait, ils n'ont plus besoin de nous, c'est ça qui est terrible. Et est-ce que tu trouves que c'est grave ou pas que aujourd'hui les influenceurs peuvent se passer des journalistes comme ça du jour au lendemain? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit on va dire regretter? Je trouve ça dommage en tout cas qui se privent de cet exercice-là. Je trouve ça dommage pour leurs abonnés et je trouve ça dommage pour eux-mêmes parce que ils pourraient se confronter à d'autres types de questionnements. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans et à chaque fois, je ressortais des interviews et ils me disaient « mais tu m'as fait penser à des choses auxquelles je ne pensais pas jusque-là ». Donc c'est aussi une manière de se remettre en question, une manière de se confronter à un autre regard, un regard parfois plus adulte, etc., que les commentaires qu'ils peuvent recevoir. Et ouais, je trouve ça dommage d'être uniquement dans cette bulle qui les protège. Mais pourtant, il y en a eu quand même quelques-uns. On a à la matinale de France Inter, bien notamment, sûr. il y a eu Kameto. Il y a eu Kameto là, cette année. Et pourquoi ils viennent? Pourquoi ils viennent, à ton avis?
Du coup, s'ils disent qu'on n'a pas besoin, pourquoi ils viennent? Parce que Redouane a les D'abord bons pour mes beaux arguments. yeux. D'abord pour mes beaux yeux, ils viennent pour me voir. Et aussi et surtout, pour un média comme France Inter, qui est un média statutaire, etc., ça leur offre une crédibilité supplémentaire, je pense, vis-à-vis d'autres partenaires. Notamment des partenaires financiers qui pourraient être intéressés par cette image-là, ça les starise encore un peu plus. Mais il y a certains créateurs qui s'en privent mais totalement et qui n'en ont rien à foutre. Hein. Moi, mon rêve pendant des années, c'était d'avoir Sananas, parce que Sananas, c'était la créatrice de contenu la plus discrète possible, alors qu'elle a été hyper suivie à l'époque. Aujourd'hui, un peu moins. Sananas, ça s'en fout. Lena Situation, qui a fait beaucoup de médias à un moment donné, Lena Situation est hyper discrète depuis 2 ans. Il y a des créateurs qui ne font quasiment rien. Squeezie, moi, avant de faire la matinale, j'ai fait l'Instant M, qui était l'émission média de France Inter pendant quasi 10 ans. Squeezie, j'ai mis 7 ans à la voir. Squeezie ne parle quasiment jamais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y a aussi une défiance qui s'est créée entre les médias traditionnels et le monde d'Internet. Bien sûr. Est-ce que tu penses que c'est une défiance qui pourra un jour se résorber, où on est condamné à voir le truc juste vivre comme ça, quoi? Plus il va y avoir de gens qui ont cette culture-là, c'est la culture Internet. Moi, c'est ma culture, c'est ce que je vous disais hors antenne. J'ai vraiment grandi avec des vidéos sur Internet. Les premières vidéos sur Internet, c'était ce qui a bercé mon adolescence. Plus il y a des gens qui seront issus de cette culture dans les médias traditionnels, plus les créateurs auront sans doute plus de facilité à leur parler, parce que voilà, on sait de quoi on parle. C'est vrai que pendant des années, d'ailleurs Squeezie dans son documentaire sur Prime Video le montre assez bien dans l'épisode 3, pendant des années ils ont été confrontés à un questionnement complètement con, hyper boomer, etc. Donc je peux comprendre d'une certaine manière, mais quand on montre des gages, je prends votre exemple, l'émission Réseau, tous les jours, on sait qu'on a affaire à des gens qui savent de quoi ils parlent, qui font de bonnes interviews, etc. Pourquoi ils viennent pas, certains? C'est ça. Nous aussi, on est toujours confrontés à des refus. Mais parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'au fond, ils s'en foutent. Eh bien, je vais vous dire un truc, on aura appris 2 choses. Les créateurs on en a appris 3 choses. Les créateurs s'en foutent et Redouane Tella rêve de Sananas. Merde. C'est ce que j'ai envie de retenir. Pour l'instant, on va passer au radar de Tazio. Du lundi au vendredi, toute l'actu des réseaux. Redouane, tu as ici en face de toi Tazio. Il a repéré des contenus en sous-marin sur les réseaux. C'est le radar de Tazio. Alors, premier contenu, une vidéo du créateur Sir Gibbsy sur les youtubeurs disparus d'Internet. Quand je vous ai demandé sur Instagram des noms de youtubeurs ou youtubeuses disparus, le nom qui est le plus souvent venu, c'est celui d'Igidix. Alors, Digidix, c'est le youtubeur qui a tout arrêté du jour au lendemain et dont 10 ans après, la communauté attend encore le retour. Le mec était vraiment sur le trône. Est-ce que c'est vraiment possible de se faire oublier d'Internet selon toi ? C'est difficile. Là, tout à l'heure, en antenne, on a cité des créateurs de contenu qu'on ne citera pas, mais qui sont quasi oubliés. On peut citer. Moi, j'ai adoré Vantard. J'aimerais que Vantard revienne. C'est une référence commune. J'aimerais que Vantard revienne. Vantard, c'était un créateur de la fin des années 2000. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, surtout quand tu as un gros créateur. Mais plus il va y avoir de créateurs, plus ça va être facile de se faire oublier en réalité. Le nombre de créateurs aujourd'hui qui sont 1 million d'abonnés sur YouTube ou 1 million d'abonnés sur TikTok, délirant. Donc en réalité, très vite, je pense que face au flot de contenu, en fait, c'est plus facile de se faire oublier. D'accord, ok. On va passer au second extrait, la vidéo intitulée Le vrai retour de Diablo X9, une légende d'Internet. J'ai aujourd'hui envie de vous annoncer quelque chose d'important. J'ai envie de vous annoncer mon retour. Vous voyez qu'il y a un nouveau logo, qu'il y a une nouvelle intro, une nouvelle outro, etc. Bref, on a beaucoup travaillé de ce côté-là depuis plusieurs mois. Alors ça, cette vidéo, c'était il y a plusieurs années et il n'est pas vraiment de retour en fait. Diablo X9, c'est le youtubeur personnellement de mon enfance que j'ai vu disparaître et annoncer plusieurs fois là, ses allées et revenus, puis repartir, puis revenir, puis disparaître encore. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de revenir sur Internet quand on a tout arrêté ? Et parce qu'il est plus fait pour l'Internet d'aujourd'hui. En réalité, Diablo X9, il avait une vraie pureté, une vraie authenticité qui fait qu'aujourd'hui, face à des millions d'abonnés, c'est plus compliqué d'avancer sans masque, sans filtre. Lui, à l'époque, il racontait tout lors de ses parties de jeux vidéo parce qu'il avait l'impression de ne pas être regardé. Aujourd'hui, on a un rapport à l'image, un rapport à la notoriété qui est devenu tellement différent.
c'est compliqué pour ces créateurs de revenir. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas en ce moment une grande dynamique où on revient vers des traditions, l'origine d'Internet? J'ai l'impression que de plus en plus, on va soit vers des gens qui sont des contenus ultra produits, soit des gens qui reviennent vraiment aux bases. Je pense typiquement à Tiki en ce moment, qui est un streamer Twitch, qui est vraiment genre en mode fond nul, genre c'est juste un drapeau du Portugal avec une caméra naze, tu vois, et les gens kiffent juste parce que c'est la personnalité. J'ai l'impression qu'on a un peu un retour en ce moment de ces trucs-là. Oui, c'est l'histoire de la culture, hein. On revient toujours aux origines, et puis dans 10 ans, on va se réinspirer de l'Internet des années 2010, et puis on va revenir, c'est une boucle sans fin. En réalité, peut-être aussi parce que les créateurs ont l'impression aujourd'hui d'avoir poussé le curseur jusqu'au bout, d'avoir tout créé. D'ailleurs, dans la série podcast Hors Ligne, mon créateur fait le choix de revenir à un truc plus authentique, etc. Et au fond, c'est que de l'image, parce que l'industrie a changé. En fait, les règles du jeu ont changé. Donc c'est compliqué de faire comme si l'Internet d'avant pouvait encore exister. Ok. Et enfin, pour conclure, une musique de Joji que vous connaissez peut-être très certainement si vous avez été un peu sur TikTok. Alors avant de devenir Joji, on le connaissait sur internet sous le pseudo de Filthy Frank. C'est le mec qui a créé le Harlem Shake, c'était un des piliers de la culture internet mondiale. C'est un créateur qui a d'ailleurs subi énormément de pression de la part de sa communauté et qui s'est reconverti avec un immense succès dans la musique, avec des milliards et des milliards d'écoutes. Est-ce que le burn-out peut mener à la reconversion sur internet ? J'espère. D'ailleurs, il y a un créateur de contenu qui va revenir très vite avec un album là, qui s'est arrêté pendant quelques mois, qui va revenir. J'espère que pour lui, ça va marcher. Peut-être que si le burn-out on vient de faire poser la question de est-ce que c'est fait pour moi ce métier ou pas, j'espère pour eux qu'ils vont se retrouver une autre voie. D'ailleurs, je reviens encore à mon podcast, désolé, je fais que de l'auto-promo, bien sûr. Mais le personnage, à un moment, il pense. Il se dit, peut-être que je vais faire du rap. Il est éclaté. Oui. Ah, bien sûr. L'épisode s'ouvre sur un couplet de lui. C'est vrai que c'est nul. Il est pas bon. Et je me dis, est-ce que c'est possible de faire oublier son image de créateur de contenu une fois qu'on veut changer de carrière? Je pense, tu vois, typiquement à des Mister V qui a réussi à faire ça, et qui a réussi à faire du rap à côté. Mais par exemple, Squeezie, il a voulu faire un album, tu vois, et c'est impossible de passer outre ce truc-là. Parce qu'il est bien meilleur créateur de contenu que bon, chanteur. C'est ça. Mais moi, je pense que la bascule est possible à partir du moment où tu as du talent. Oui. Mais il faut l'assumer à 100%, cette bascule. Il faut aussi accepter de ne plus créer, quoi. Parce que quand tu es dans un entre-deux, après, en réalité, Yvick le fait très bien avec Mr V, le fait très bien avec, en menant ces deux carrières sur le même plan. Mais je pense que c'est compliqué de tenir les deux, parce que sinon, on te verra toujours comme le créateur qu'on a connu au départ. Et d'ailleurs, Yvick, lui, il a commencé par faire du rap. Lui, il voulait faire du rap au départ. Plus que ça. Écoutez, cette émission arrive à la fin. C'est ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Redouane, d'avoir été accueilli avec nous. Toute l'actu d'Internet avec Réseau. Move. C'est ainsi que se termine cet épisode de Réseau. On le rappelle, on était avec Redouane Tella qui a écrit et réalisé le podcast Hors Ligne qui est disponible sur le site de la radio-télévision belge francophone, la RTBF. Ça raconte l'histoire d'un créateur de contenu fictif qui vit un burn-out et qui va parler à d'autres, cette fois-ci des vrais créateurs de contenu, qui donnent des conseils pour savoir comment s'en sortir. Allez checker ça, il y a 8 épisodes et peut-être une suite bientôt. Je pense pas. On est peut-être en vidéo, quelque chose, ouais, une série. peut-être. J'aimerais faire un doc vidéo sur cette question. J'aimerais faire, de la même manière qu'un docu-fiction, mais peut-être sur d'autres thématiques, mais en tout cas sur le monde des créateurs. Je vais te dire, Okay. Vantard. On te suit. Vantard, on va retrouver Vantard. Et Vantard, viens dans Réseau, s'il te plaît. Vantard, viens ici, mon ref. Et je viendrai. Je serai là. Évidemment, restez bien avec nous sur Move. Vous allez être accueillis évidemment par Nina à partir de midi, par Muxa, Olivia et Barreau à partir de 16h, la Fédération Française d'Ambiance. Et à 19h, il y aura Tunnel avec Anna Toumazov. Absolument. Le thème, il risque de vous plaire, c'est comment on reste enfant. Les invités, c'est Lou Trottignon, Pyjama, Milo Machado Grané qu'on a vu dans Anatomie d'une chute, et puis Vince, le rappeur. Là, tout de suite, on vous laisse avec quoi? La playlist, elle commence. Avec Jul. Avec Jul, Love de toi. Passez une bonne journée. À demain. Salut. Move.